Donc, je vais parler de travaux avec Laura Kanzler. Donc, en fait, c'est une partie de l'exposé correspond à ce qu'on avait fait quand elle était en postdoc à Paris-Dauphine. J'encadrais son postdoc à Paris-Dauphine. Et Clément Mouot, qui est professeur à l'université de Cambridge. Donc, je vais parler de théorie cinétique, de limites de diffusion anormale. Donc, pour des équations cinétiques, a priori dans cet exposé linéaire, ou disons linéaire ou linéarisées, mais en tout cas qui proviennent qui, en tout cas dans tout cet exposé, seront linéaires. Alors, plus précisément, donc on va considérer le problème cinétique suivant. Donc, on a un opérateur de transport libre, donc à vitesse v, qui est dans l'espace Rd, d est la dimension. Le temps est t, positif, et les vitesses vivent aussi dans l'espace entier. Et L, c'est un opérateur a priori, donc comme j'ai dit, linéaire, comme L comme linéaire, qui n'agira que sur les vitesses et qui sera invariant par rotation sur les vitesses même. D'accord ? Pour simplifier en tout cas toute la discussion de cet exposé. Et pour des raisons qui vont apparaître un tout petit peu plus tard, l'intérêt principal de notre discussion, c'est de traiter des cas un peu anormaux où les équilibres microscopiques, c'est-à-dire les densités qui vont annuler cet opérateur L, donc qui seront dans le noyau de L, auront des décroissances algébriques et non pas gaussiennes, par exemple. OK, donc je vais y revenir un peu plus tard, mais donc disons que dans tout cet exposé, on va se donner donc ce M là, un petit peu calligraphique, qui sera défini par juste une décroissance algébrique, donc une constante fois 1 plus v au carré, racine, donc on peut penser à juste valeur absolue de v si on veut, puissance 1 sur d plus alpha. Donc ça sera une fonction d'équilibre à décroissance polynomiale. Okay ? Alors pour des raisons qui vont apparaître un tout petit peu plus tard, la normalisation qu'on fait de ce M, c'est modulo un poids bêta. C'est-à-dire on ne suppose pas forcément que c'est une densité de proba, mais que normalisé par un certain poids v puissance moins bêta, ce M a masse 1. Donc à ce stade, alpha et bêta ne sont pas particulièrement précisés, mais pour que je puisse faire ce petit calcul, pour que cette intégrale existe, on va juste vouloir que alpha plus bêta soit positif strictement au moins, pour le moment. C'est juste pour définir les objets. Donc, vont se promener dans cet exposé le paramètre alpha et le paramètre bêta, qui vont être disons, discutés un peu plus précisément plus tard. OK ? Voilà. Alors, juste un petit exemple, peut-être qui vient des applications, de pourquoi est-ce que, au-delà de un exemple parmi beaucoup évidemment, pourquoi on peut s'intéresser à ce genre de choses. Alors, prenons par exemple ce qu'on appelle un processus de saut en vitesse. Donc typiquement, c'est un mouvement que peuvent faire des bactéries, par exemple, qu'on peut avoir dans notre estomac. Donc c'est un espèce de mouvement erratique comme ça, là, où pendant un certain temps, les particules se promènent en ligne droite avec une certaine vitesse. Donc ça, c'est l'opérateur de transport. Et disons, toutes les secondes ou tous les temps tôt, disons, selon une horloge, mettons, la vitesse de la particule va être rechoisie selon une densité fixée. Et donc, en l'occurrence, ce sera ce M pour moi précédemment. Donc, tous les taux, la vitesse est changée. Okay, donc, ça fait que la particule va faire ce qu'on appelle, alors désolé, ces mots-là sont restés en anglais, mais va faire ce qu'on appelle un mouvement run and tumble, donc courir et changer de vitesse. D'accord ? Alors, si on écrit l'équation, disons la main equation, l'équation principale de ce processus,
c'est pas extrêmement compliqué. La course droite, donc c'est juste que la dérivée de la position, c'est la vitesse. Et au moment où la vitesse change, il y a un bilan dans l'espace des vitesses qui donne cet opérateur de saut là. D'accord ? Donc une particule va trouver sa vitesse, sa nouvelle vitesse selon la densité m. Okay, donc l'équation, la main equation d'un processus comme ça, c'est une équation cinétique linéaire qui a donc la partie transport à vitesse v et la partie réorientation qui est ici appelé un opérateur de BGK linéaire ou scattering linéaire ou des choses comme ça. Okay, donc typiquement, un opérateur, disons prototypique, ça peut être ça. Okay, alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on pourrait éventuellement être tenté de prendre des décroissances algébriques? Alors, je mentionne juste donc ce travail donc, qui a étudié un peu la migration de bactéries et qui a constaté que en fait, le déplacement quadratique n'est pas en apparence diffusif, mais plutôt... oui. Dans la formule précédente, ta mesure, rien ne dit qu'on conserve la même norme de vitesse. Tu parles de réorientation, mais ça peut aussi affecter la taille de la vitesse. Alors ici on choisit... la nouvelle vitesse v garde le même module, c'est juste... comment dire ? Oui, mais la mesure m, si tu tires sur la mesure m, c'est une mesure qui... Oui, pardon, ça oui. A priori, oui. A priori, oui. Oui, a priori, oui. Oui, a priori, oui. Effectivement. Les flèches n'ont pas toutes le même... Bon, alors il y a certes le temps de poisson, mais... Oui, la longueur des flèches n'est pas conservée. A priori. Voilà. Donc on tire selon le M et le V est vide en RD. Donc. Voilà. Oui, ici mon V est dans RD, c'est pas sur la sphère. OK. Donc il est tout à fait possible, donc on observe que le déplacement, mettons quadratique moyen, ne serait pas comme pour des diffusions standards, mais plutôt certaines puissances de T qui ne seraient pas, alors selon si on renormalise ou pas, 1 ou 1,5, mais l'inverse ça pourrait être l'inverse d'un nombre qui serait entre 0 et 1 mètre. Voilà. Donc c'est écrit ici, the evidence of superdiffusion consistent with Lévi-Brooks. Et donc, on vient à potentiellement se demander comment, ou plutôt on vient à se dire que les sauts faits par les bactéries peuvent être éventuellement grands. Okay, et donc, certains modèles peuvent dire que donc, choisir des grandes vitesses peut être en fait non fantasque, peut vraiment apparaître. OK. Voilà, alors, plus mathématiquement parlant, donc, qu'est-ce qui va m'intéresser dans cet exposé? Donc on discutera de plusieurs cas. Donc le cas où l'opérateur L a un invariant, donc qui sera juste la masse, donc la masse totale serait conservée. Le cas de deux invariants, donc la masse, la quantité de mouvement. Et le cas de trois invariants, la masse, la quantité de mouvement et l'énergie. Alors quand je dis invariant, alors ça se traduit en la chose suivante. Quand je teste l'opérateur L sur 1, V ou V carré, donc L dV va faire 0. Donc dans le noyau de L et de L étoile, je vais avoir soit juste M, soit M et VM, okay, pour un invariant, soit M, VM et V carré M pour trois invariants. Okay. Donc ici, V, c'est la vitesse donc, qui est de dimension D. Okay, donc si j'ai juste M, le noyau de dimension 1, sinon c'est D plus 1 ou alors D plus 2. Okay. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais discuter le cas 1 invariant pour voir comment trouver, enfin déjà dire ce qu'on va faire et comment et donner des résultats. Donc c'est un travail qu'on a fait avec Clément Mouot. Et ensuite, une extension à 2 ou 3 invariants, donc quand le noyau de L est un peu plus gros, et qu'on a fait avec Laura et Clément.
Okay. Donc, tout d'abord, avant de donner quelques résultats, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Alors, donc il apparaît que, donc déjà, pour la raison que L a un noyau, il ne peut pas être coercif. Donc il est dissipatif, mais malheureusement, on ne peut pas s'attendre à ce que sa forme quadratique associée soit complètement définie. Okay, donc, néanmoins, on va supposer, et en fait ça peut se vérifier, disons c'est quelque chose qu'il faudra vérifier cas par cas sur les opérateurs qu'on voudrait considérer, on va supposer donc, que L vérifie une inégalité de type point carré faible, donc ça veut dire que sur l'orthogonale de son noyau, il y a une certaine forme de coercivité et qu'on peut quantifier ça par une inégalité de ce genre. Donc la partie réelle de L phi scalaire phi est minorée par une constante fois la norme de l'orthogonale. Alors, le point important à noter, c'est qu'ici, c'est une inégalité faible parce que le contrôle que j'ai se fait modulo une perte de poids bêta. Okay, donc je peux donner un exemple rapide. Pour un opérateur de type Fokker-Planck avec une densité m qui a une décroissance assez mauvaise, en fait, on ne peut pas forcément espérer beaucoup mieux que quelque chose de ce genre, intégrale de f orthogonale au carré dv sur mdv sur v au carré. D'accord ? Quand m a une décroissance algébrique. Okay, donc ça ressemble à une inégalité de Poincaré, mais du fait que m peut éventuellement ne pas être très confinant, on peut perdre un poids ici. Donc ça va rendre les choses... Alors néanmoins, je n'avais pas vraiment encore défini de coefficient bêta de manière propre. Ça, en fait, c'est une façon de trouver notre coefficient bêta. Donc si j'ai un opérateur, s'il satisfait une égalité qui ressemble à un point carré faible avec cette perte de poids-là, en l'occurrence, ça va me donner structurellement, d'une certaine façon, mon coefficient bêta. Okay, donc une fois que j'ai ça, après, je peux le mettre dans la normalisation. Voilà. OK. Donc, des opérateurs qui vérifient ça, donc par exemple Fokker-Planck vérifie quelque chose de ce genre, pour un M qui serait à décroissance algébrique. On peut tout à fait prendre l'opérateur précédent, donc de Boltzmann, ici, linéaire, et montrer que dans ce cas-là, il va aussi vérifier quelque chose de ce genre lorsque mon M a une décroissance algébrique. On peut calculer explicitement cette chose. On peut aussi considérer, donc je montrerai plus tard, des opérateurs de type Lévy-Fokker-Planck qui sont des opérateurs qui ressemblent à Fokker-Planck mais où la diffusion est remplacée par un Laplacien fractionnaire. Donc ils vont apparaître après. Bien, alors si on se donne un M et un opérateur qui fait ça, qu'est-ce qui peut nous intéresser pour le comportement en temps long de l'équation initiale? Alors, ça c'est juste une petite citation qui vient du 6e problème de Hilbert, écrit en 1900, qui dit que si des particules élémentaires font beaucoup de collisions, alors l'équilibre local, donc qui va être ici quelque chose qui sera dans le noyau de L, devrait être atteint assez rapidement. D'accord ? Et la première approximation, c'est-à-dire le premier ordre de f dans cette limite, devrait être donné par des quantités conservées de ce système qui doivent satisfaire certaines équations hydrodynamiques. Donc en l'occurrence ici, ça serait une équation pour la masse, si j'ai un invariant, une équation pour la masse, la quantité de mouvement pour 2 invariants, une équation pour la masse, la quantité de mouvement et l'énergie pour 3 invariants. Okay. Donc essentiellement, le but de l'exposé de la présentation, c'est de commenter au sujet de travaux qu'on a fait pour comprendre des limites d'échelle macroscopiques dans le cas où l'équilibre local a une décroissance algébrique. Okay, donc typiquement, voilà en quelques lignes ce qu'on veut faire. Donc on prend une certaine donnée initiale, d'accord, associée au problème. Et donc on va regarder ce système de loin pendant longtemps, okay, avec un... Donc ça me revient à changer d'échelle x en x divisé par epsilon et le temps
en temps divisé par un certain facteur d'échelle que, a priori, pour le moment, je ne connais pas, okay, qui sera gamma epsilon. Alors, peut-être pour ceux qui connaissent, si jamais je faisais un changement parabolique, ici, je mettrais epsilon carré. Ça reviendra plus tard, mais pour une limite diffusive. Mais a priori, là, comme mon problème est potentiellement dégénéré, ce gamma, je ne le connais pas encore et il va venir plus tard. Mais disons de manière formelle, si je change x en x sur epsilon et t en t sur gamma epsilon, bon, formellement, je m'attends effectivement à ce que la solution de mon problème ressemble à un élément du noyau de L quand epsilon tend vers 0. Évidemment, si j'ai epsilon tend vers 0, tout ça formellement disparaît, il me reste L de quelque chose, F0 égale 0. Okay, donc je m'attends à ce que F epsilon ressemble à ça, au moins formellement. Et donc, ce qu'on a cherché à faire, c'est comprendre, trouver le changement d'échelle gamma pertinent, d'accord, de sorte que effectivement F epsilon converge vers une solution macroscopique, d'accord, avec une équation limite non triviale et non vide. Étudier quantitativement cette limite, c'est-à-dire dire explicitement l'équation limite trouvée, d'accord, donner un taux de convergence explicite avec des coefficients explicites et des topologies explicites. Voilà, c'est ça le but de la discussion, et avoir, autant que possible, disons potentiellement une approche un peu fonctionnelle, entre guillemets, au sens où on n'a pas envie de trop utiliser précisément le choix de L choisi, c'est-à-dire essayer d'avoir une approche unifiée autant que possible pour traiter un certain nombre d'opérateurs divers et variés. Donc typiquement, en un coup, un opérateur de Fokker-Planck, de Lévy-Fokker-Planck, de scattering, voilà, pour pouvoir traiter une espèce de bibliothèque comme ça. OK. Donc, juste pour réinsister, on aura par suite un paramètre alpha qui est la décroissance de M et un paramètre bêta qui donne les pertes de poids de l'opérateur L. Bien. Alors, je vais commencer par expliquer ce qu'on a fait dans le cas d'un seul invariant, parce que après, le noyau a dimension 1, donc ça va être un peu plus facile pour expliquer au moins la procédure et les résultats. D'accord, donc on suppose que le noyau de M est engendré par la densité M. Le noyau de L, pardon, est engendré par la densité M. D'accord. Donc, juste les exemples classiques, peut-être, pour les écrire, les avoir écrits au moins une fois correctement. Donc, on se donne ce problème dTf plus VDXF égale L de F. OK, donc, toujours X dans RD, V dans RD. Et ici, le L peut prendre, disons, 3 formes au moins, qui sont les formes les plus classiques. Donc, un opérateur de Fokker-Planck, donc avec un équilibre M, donc qui s'écrit divergence de M gradient de F sur M. D'accord ? Donc ça, c'est lui qui aura une inégalité de dissipation de ce genre. Donc pour lequel, comme j'ai écrit ici, le bêta associé, c'est 2 dans ce cas-là. Bien, donc on peut aussi prendre un opérateur de Boltzmann linéaire qui va ressembler donc, plutôt à ce que j'ai montré dans l'exemple de Run-and-Tumble tout à l'heure, à ceci près qu'on peut modifier donc, la fréquence de collision B, et que selon sa décroissance à l'infini, typiquement, donc selon le B, j'aurai un exposant bêta associé qui sera en fait relié à la décroissance de ce B. Donc si mon B, par exemple, je peux donner un exemple au hasard, si mon B c'est ici, si mon B de VV' c'est V moins bêta, V' moins bêta, par exemple, alors, donc là, donc mon B a une décroissance, et ce bêta sera en fait le bêta associé au point carré faible. Okay. Il y avait une condition sur le L star aussi. Le noyau de L star était le même que le noyau de L. Non, c'est dire que. Parce qu'en fait, les invariants, c'est les gens qui sont dans le noyau de l'adjoint. Le V ou le 1, le V ou le V carré, selon ce qu'on veut. Voilà. Et alors le dernier, qui est peut-être un tout petit peu moins, disons, standard d'utilisation, donc peut-être je peux commenter un tout petit peu. Donc c'est un opérateur donc, de Fokker-Planck fractionnaire ou Lévy-Fokker-Planck, où le Laplacien
donc qui serait donc dans le Fokker-Planck, là, si je développe cette chose, le premier opérateur, c'est Laplace F. Okay, donc ce Laplace F va être remplacé par un opérateur fractionnaire. Ça peut apparaître naturellement comme un peu des toy modèles ou des approximations de certains opérateurs, enfin certaines fréquences de collision un peu dégénérées pour Boltzmann, par exemple. Où là, j'ai un paramètre dans mon opérateur de Fokker-Planck fractionnaire. Alors celui-là, c'est un tout petit peu plus... Peut-être que je dise un mot quand même. Si je veux que M soit un équilibre de cet opérateur, ce n'est pas complètement évident. Donc il faut... Une façon, par exemple, de le dire, c'est de dire, OK, je veux que M soit dans le noyau de cet opérateur, donc je vais prendre le E de sorte que M soit dans le noyau de cet opérateur. Sinon, voilà. Sinon, en fait, ce qui se passe, c'est que si E ressemble à peu près à ce qu'on trouverait dans ce cas-là, en fait, l'opérateur va avoir un élément dans son noyau qui va ressembler au M, mais ça sera à des constantes près. Donc, juste pour figer la discussion, si je veux que le noyau soit exactement M, il faut choisir la chose un peu plus... Je suis désolé d'être aussi... Ouais. Mais tu as démarré avec des opérateurs M où la longueur de V, la norme euclidienne de V, était remplacée par racine de 1 plus V2. C'est dans les exemples que tu avais, ce qui permet d'avoir une densité qui soit intégrable avec les bonnes hypothèses sur D alpha bêta. Oui. Dès qu'on commence à manipuler des Lévy, oui, alors absolument. On n'a plus le droit de faire ça. On doit garder la singularité des accumulations de petits sauts. Donc, en fait, justement, donc ça c'est effectivement quelque chose qui intervient quand on traite ce genre de... Voilà, là-dedans, dans le DV, effectivement, on peut avoir une singularité. Et après, il faut effectivement pouvoir jouer avec le E de sorte qu'à la fin, mon opérateur M, mon M soit raisonnable. Ouais, donc tu vas compenser un peu la singularité. Absolument. Ça, c'est effectivement, merci, c'est ce que j'allais dire juste après, effectivement. Il se passe quelque chose pour avoir que M soit dans le noyau de cet opérateur. Effectivement, c'est pas... Donc, d'ailleurs, j'avais travaillé avec Laurent Laflèche sur des affaires de décroissance à l'équilibre ou à zéro, retour à zéro pour des opérateurs comme ça, et on avait dû justement se préoccuper de cette question, effectivement. Donc dans ce cas-là, si on part du principe que oui, on a choisi E correctement pour que M soit dans le noyau, alors on peut démontrer, d'ailleurs, ce qu'on avait fait avec Laurent Laflèche en l'occurrence, notamment, que le bon exposant, enfin le bon bêta, c'est sigma moins alpha. Sigma, c'est ce paramètre, et le alpha, c'est le fameux alpha de M. Et donc, on aura une inégalité de dissipativité comme ça. OK ? Voilà. Alors, juste avant de donner les résultats, évidemment, la question de limite hydro pour ce genre de choses, notamment un invariant et même plus, parce que je le dirai après, a été énormément discutée dans le passé. Donc, si on se ramène un instant pour faire l'état de l'art, si on prend une densité M qui est une gaussienne, alors après pas mal de travaux historiques, Larsen-Keller, Bardos-Santos-Santis, De Gon-Poupeau, etc., ont montré qu'un bon, donc là une gaussienne, c'est quelque chose qui décroît très vite, dans ce cas-là, la bonne échelle à choisir, c'est gamma epsilon égale epsilon carré, c'est l'échelle diffusive, et la bonne équation limite, c'est une équation de diffusion, donc la masse macroscopique, le ρ, qui pour une équation cinétique sera la limite de l'intégrale de f par rapport à v, va satisfaire une équation de diffusion d'hétéro égale essentiellement donc div de a grade ρ, ou la place ρ si on simplifie entre guillemets, avec a égale identité. Et évidemment, cette matrice, si on fait les calculs, on se rend compte que c'est nécessaire que pour que cette matrice soit vraiment, existe et soit raisonnable dans la limite par rapport à ce qu'est la densité M. Il faut notamment que, en fait, gaussien précisément, ce n'est pas forcément très important, mais il faut au moins que M ait beaucoup de moments, en fait. D'accord ? Donc typiquement, un moment d'ordre 4, 2, enfin, au moins certains moments très élevés. OK ? Alors, notamment, donc, si M est une loi de puissance, mais qu'elle a suffisamment de moments, alors en fait, la limite, on s'attend à ce qu'elle soit toujours diffusive et qu'il se passe ça. D'accord ? Sinon, formellement, ce qu'on écrirait par un développement de Hilbert
disons abstrait et formel, donnerait une matrice de diffusion qui serait infinie parce qu'il faudrait faire typiquement, ça demande de faire à un moment l'intégrale de V tenseur V à une certaine puissance renormalisée par M. Donc effectivement, sinon, si M n'a pas assez de moments, donc typiquement, dans mon cas, ça serait si alpha est trop petit, la matrice de diffusion pourrait être infinie. Donc auquel cas, là, on se pose la question de qu'est-ce qui se passe? Le epsilon carré est plus adapté, et donc on peut se demander. Donc pour comprendre ça, Meillet, Michler et Mouot avaient regardé le cas justement d'un opérateur de scattering avec une collision, donc ce que j'avais écrit ici, avec une collision qui décroît avec un certain exposant bêta. D'accord? Et montrer que si bêta est strictement positif, pour eux, et dans un certain range de alpha, donc typiquement si alpha est trop petit, alors en fait, le bon changement d'échelle est un peu plus dégénéré, et c'est epsilon puissance alpha plus bêta sur 1 plus bêta. Donc typiquement, si alpha est plus petit que 2 plus bêta, je suis dans donc j'ai pas assez de moments, j'arrive dans un régime un peu anormal. On voit par exemple que si alpha plus bêta, si alpha dépasse 2 plus bêta, en fait, alpha plus bêta sur 1 plus bêta formellement dépasse 2, donc en fait, dans ce cas-là, je m'arrête à 2. Et c'est une limite diffusive. Bien. Donc ils avaient utilisé une méthode de Fourier-Laplace assez, disons, spécifique sur le modèle pour démontrer que, effectivement, si je prends ce changement d'échelle, alors j'ai une équation de diffusion fractionnaire à la limite. Et c'est ça qui est raisonnable. Il y a eu d'autres discussions par Meillet, Ben Abdallah, Meillet, Puel, avec d'autres méthodes qui sont assez spécifiques au fait qu'on comprend un opérateur de scattering. Alors, pour Fokker-Planck, ça s'avérait quand même un peu plus compliqué. Il y a eu des discussions à partir de 2010, donc autour de Marjolaine Puel et ses collaborateurs pour un point de vue EDP. Et Fournier et Tardif ont aussi fait un certain nombre de travaux spécifiques à Fokker-Planck avec des méthodes probabilistes. Donc si je prends L et cet opérateur, donc si alpha est plus grand que 4, on s'attend à de la diffusion standard. Si alpha égale à 4, on s'attend à la diffusion standard à la limite, mais avec une mise à l'échelle de temps qui est epsilon carré log epsilon. Donc il y a c'est un petit cas limite un peu dégénéré. Ensuite, en dimension 1 seulement, avait été fait par Lobo et Puel pour alpha entre 0 et 4, la limite de diffusion, et la diffusion fractionnaire apparaît avec cet exposant alpha plus 2 sur 3, qui au passage est alpha plus bêta sur 1 plus bêta. Pour se rappeler un peu. Ensuite, par des méthodes probabilistes très spécifiques à l'étude des processus associés au Fokker-Planck, Fournier et Tardif ont montré en dimension D qu'effectivement, un bon changement d'échelle, c'est ça. Okay. Donc, le but du travail, en fait, c'était de trouver une méthode purement ODP pour traiter tous les cas en même temps. En gros, pour dire de manière rapide. Alors, donc, avec ces discussions-là, il apparaît que l'exposant raisonnable à regarder, c'est 2 si alpha est grand. Grand veut dire plus grand que 2 plus bêta. Et en fait, 2 plus bêta, c'est le seuil pour savoir si ce m renormalisé par bêta a une variance ou pas. Ouais, ça apparaît comme étant ça. Et sinon, c'est alpha plus bêta sur 1 plus bêta, lorsque alpha est entre 0 et 2 plus bêta. La fonction de changement d'échelle, donc soit c'est epsilon puissance zeta, donc lorsque alpha est petit, soit pour le cas limite, c'est epsilon puissance zeta log epsilon, soit, bon alors celui-là, j'aurais peut-être pas dû l'écrire parce que c'est un peu dégénéré, mais j'en parlerai pas, on pourrait même aussi traiter un cas vraiment très très limite où le m n'est même pas intégrable. Mais ça, je ne vais pas en parler, je le mentionne, c'est juste pour le mentionner. Donc, on va partir du principe que les changements d'échelle qu'on va considérer, c'est ça. Okay. Donc, quel est le résultat? Donc, le résultat, c'est de dire quoi? Donc, essentiellement, avec évidemment un certain nombre d'hypothèses qui prendraient peut-être 1 ou 2 slides, donc, que je n'ai pas écrites précisément, mais le résultat, c'est de dire que si je prends une solution faible, f epsilon, pardon, j'ai oublié le epsilon ici, de l'équation initiale,
Donc si je suppose que le L vérifie le point carré, que la donnée initiale va bien vers une donnée macroscopique quand epsilon tend vers 0, par exemple, alors f sur m converge vers R, où R satisfait une équation de diffusion, éventuellement fractionnaire, avec cet exposant. Okay. Donc typiquement, on a un peu ce diagramme en alpha-bêta, hein, d'accord. Donc alpha plus bêta égale 0, c'est la limite, puisque pour que mon m soit raisonnable à considérer. Donc j'ai une diffusion standard tant que alpha est plus grand que 2 plus bêta, et sinon je passe en régime fractionnaire. Okay. Bien, alors j'avais dit que le but c'était aussi de faire des choses de manière explicite, quelque chose qui n'était pas forcément, enfin explicite disons, ou au moins quantitative, mettons, disons ça comme ça, chose qui n'était pas forcément fait dans un certain nombre de travaux précédents. Donc typiquement on peut donner une expression, alors je vous laisse juger du caractère explicite parce qu'il faut quand même calculer des intégrales, mais disons quantitative et à peu près calculable, mettons, du coefficient de diffusion kappa. C'est juste des ratios entre des moments ou des pondérations de quantités reliées à la densité m. Il y a une fonction phi, une fonction f qui apparaissent, celles-ci je les donnerai plus tard. Donc on a un moyen de dire ce que c'est ce que sont les coefficients de diffusion. Ok, alors je vais parler un petit peu de la stratégie qu'on utilise. Alors en fait on se base sur la construction d'un mode fluide qui n'est pas tout à fait un mode fluide parce qu'il y a une perte de poids ici. Donc c'est pour ça que ça ressemble un petit peu à une stratégie à la Ellis-Sierpinski, mais c'est quand même c'est quand même un peu différent. On crée un mode fluide associé au problème et qui laisse à penser, disons, que dans un certain sens, ma solution devrait ressembler, entre guillemets, à ce mode fluide. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse de créer? Et l'intérêt va venir juste après, je vais expliquer pourquoi. Donc, avec des hypothèses, un certain nombre d'hypothèses, je peux construire une fonction phi qui est quasiment un vecteur propre de cet opérateur-là, mais pas tout à fait parce que j'ai une perte de poids bêta, donc c'est un genre de quasi-mode un peu, normalisé, qui vérifie cette équation-là, hein, moins L étoile, moins L étoile, moins I état, donc I, donc état, c'est, faut penser comme, j'aurais dû l'écrire, pardon, c'est epsilon fois xi en Fourier, donc essentiellement ça, c'est la transformée de Fourier de l'opérateur de transport, en fait. Donc moins L étoile psi de état, moins I état V psi égale mu, qui ressemble à une valeur propre, mais pas tout à fait, fois psi, okay, à une perte de poids près. Donc c'est ce mode propre, psi, et cette valeur propre état, donc se connectent à 1 et 0, donc c'est-à-dire quand état égale 0, on s'attend à retomber dans le noyau de L, de L étoile, donc on s'attend à revenir vers alors en fait c'est pas 1, c'est M, mais j'ai tout renormalisé ici par M, désolé, donc phi va se connecter à M et mu va se connecter à 0. Okay. Voilà, et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on connaît un peu une taille, c'est ça qui est très important, on arrive à déterminer une taille de la valeur propre par rapport au paramètre epsilon, en fait, epsilon xi qui est état, de manière quantitative. Et cette valeur propre a ce scaling-là, soit état carré, soit état carré log état, soit état puissance alpha plus bêta sur 1 plus bêta. Donc évidemment, comme on va voir par la suite, c'est la connaissance précise de cette valeur propre qui me dit ce que je vais faire comme système limite. Okay. Donc juste dans le plan complexe, hein, c'est quoi? J'ai un anneau, comme ça, entre deux multiples de mon échelle θ, grand θ ici, où je suis sûr de trouver une valeur propre, mu de état, qui sera réelle, d'accord? Et donc le mu sera positif, son opposé est négatif. Okay. Donc le but, c'est de créer cette chose. Bon, je dis un moment très rapide, hein, c'est juste pour dire un peu ce qu'on fait, c'est une approche spectrale. On dit essentiellement que là, dans le petit anneau,
il y a une résolvante inversible bornée très sympa, donc je ne vais pas avoir de valeur propre. Si je regarde à l'extérieur de l'anneau, donc c'est ici, j'aurai rien non plus, d'accord? Et ensuite, dans l'anneau, le projecteur spectral pi r eta, donc qui est le projecteur spectral associé à mon opérateur ici, va ressembler au projecteur spectral pour l'opérateur lorsque eta égale à 0, c'est-à-dire l'opérateur L, qui lui a une seule valeur propre de dimension 1. Donc essentiellement, la difficulté, c'est de montrer quantitativement cette convergence des projecteurs spectraux sur cet anneau. Okay, et une fois qu'on sait ça, eh ben, ça veut dire que l'opérateur ressemble très fortement, cet opérateur ressemble très fortement à celui pour eta égale 0, et donc il a autant de valeurs propres avec la même dimension. C'est ça que ça dit. D'accord? Et le but étant d'avoir le tout de manière quantitative, et c'est ça qui était assez compliqué en fait. Alors peut-être comment l'utiliser, ce mode fluide. Peut-être ça peut intéresser que je donne juste une explication formelle. Donc si je prends mon équation et que je la Fourier transforme en x, arrive donc gamma epsilon dth égale LH plus l'opérateur de transport en Fourier. Et on voit que si on teste sur ce mode fluide l'équation, donc juste produit scalaire classique, quoi, gamma epsilon dt de ce test me permet de passer l'adjoint de mon opérateur sur le phi, et donc je vois apparaître la pseudo-valeur propre sur quasiment la même quantité, si ce n'est qu'il y a la perte de poids bêta. Donc évidemment, si c'était une valeur propre standard, entre guillemets, je n'aurais pas ce poids bêta et j'aurais essentiellement clos mon système pour ma projection sur le mode fluide. Là, dans ce cas-là, c'est un tout petit poil plus compliqué. Il faut en fait montrer que avec poids, là, il y a quelqu'un qui... Ça, le phi s'est fait la malle, pardon. Avec poids, la limite va quand même ressembler à peu près la même chose, à un facteur près ici, qui est ici, sans poids. Okay, et donc, la projection sur ce mode fluide va ressembler, quand epsilon tend vers 0, à la densité macroscopique ρ. Okay, donc, essentiellement, si là, je crois au fait que ce truc-là ressemble à ρ à la limite, que ce truc-là ressemble à ρ à la limite, ce qui gouverne mon équation limite, c'est le rapport d'échelle entre le mu et le gamma que j'ai choisi. Et évidemment, j'ai choisi mon gamma une fois que j'ai connu l'échelle de mu, évidemment. Et donc, naïvement, après, donc, il faut faire une preuve rigoureuse, hein, mais le dt de la quantité macroscopique R chapeau ressemble à cette chose-là, donc la limite de mu epsilon xi sur gamma fois R chapeau. Donc, voilà pourquoi est-ce que le scaling de la valeur propre donne le type de diffusion à laquelle je m'attends à la limite. Okay, voilà. Donc après, il y a évidemment des difficultés reliées au fait que j'ai cette perte de poids bêta, que certaines quantités du fait du m ne sont pas forcément toutes bien posées comme dans les travaux initiaux. Mais bref, le truc à retenir, c'est ça. Alors je peux peut-être juste dire en un mot, parce que sur le cas d'un invariant, c'est pas très difficile de se convaincre à peu près heuristiquement de pourquoi est-ce que ce mu doit avoir ce scaling un peu dégénéré. En fait, il apparaît en intégrant l'équation toute simple hein, du problème spectral, que mu satisfait cette expression intégrale, qui est que mu est l'intégrale de eta fois l'intégrale de v fois im de phi, où phi est le vecteur propre. Évidemment, phi et mu sont reliés, mais bon, c'est une équation de compatibilité, mettons, que mu est eta fois l'intégrale de im de phi fois un poids. Okay, donc là, essentiellement, qu'est-ce qui peut vous arriver? Soit dans cette intégrale, vous pouvez faire une convergence dominée, en gros, c'est-à-dire le phi eta, il a un certain comportement à la limite. Si je rescale correctement, donc soit je peux faire une convergence dominée, et dans ce cas-là, en fait, on peut extraire un facteur eta qui va me donner un eta carré fois quelque chose qui va être défini. D'accord? Donc mon mu va ressembler à eta carré fois un truc. Soit je ne peux pas, et auquel cas ça veut dire qu'il y a une fuite de masse du fait des grandes vitesses. Et là, il faut faire des changements d'échelle.
Et donc c'est un peu toute la difficulté, c'est qu'en fait, dans ce travail, il faut comprendre ce que fait le vecteur propre rescalé par cette échelle qui est eta moins 1 sur 1 plus bêta. Okay, et auquel cas, donc là j'ai un phénomène de bosse glissante, c'est en fait ce phi-là, ce grand phi-là qui va avoir une limite raisonnable, et donc me donner mon changement d'échelle ici. On peut faire, c'est un petit calcul rapide que si je veux, au moins formellement, que si je change cette échelle dans cette intégrale, c'est ce préfacteur qui va sortir. Ok, voilà. Donc les difficultés, c'est effectivement que pour chaque cas test, il faut comprendre ce phi-là. Bon, alors juste pour rappeler un peu, donc pour Fokker-Planck, donc bêta est égal à 2, le zeta à bien choisir, c'est le min de 2 et alpha plus 2 sur 3. Et je peux, donc j'avais montré les expressions de kappa, le coefficient de diffusion, qui dépend de phi d'une certaine fonction oméga qui traînait. Là, je dis en fait ce que c'est. Les phi et les oméga satisfont des problèmes de Schrödinger de ce genre. D'accord ? Donc, sont identifiés. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'ils sont explicitement calculables à la main, mais au moins ils sont identifiés. On pourrait les trouver numériquement si on veut. Voilà. Pour un scattering, donc pareil, avec une collision V-bêta, comme K-test, hein, donc le zeta, c'est alpha plus bêta sur 1 plus bêta avec ce bêta. Et pareil, on a des expressions là qui, dans ce cas-là, sont extrêmement simples en réalité, donc c'est aussi pour ça que je me dis que je pouvais les montrer. Extrêmement simples des fonctions qu'il faut mettre dans les intégrales, un peu grosses intégrales que j'avais pour calculer les coefficients de diffusion. Okay. Et pour le Lévy, alors là, c'est. Donc on sait traiter un cas où S est plus grand que 1,5. On obtient donc un fameux bêta, comme j'avais dit tout à l'heure. On peut trouver le zeta associé, donc c'est ça. Et les phi et les oméga, qui étaient dans le coefficient de diffusion, sont aussi identifiables et sont en fait pas si moches que ça. Voilà. Ok, donc dans le temps qui me reste, je vais discuter un petit peu de l'extension à 2 ou 3 invariants. Alors en fait, donc là, pour un invariant, l'invariant, c'était au sens où la masse totale du système est conservée. Quand j'ai 2 invariants, donc c'est la masse et la quantité de mouvement. Quand j'ai 3 invariants, c'est la masse, la quantité de mouvement et l'énergie. Alors pour les slides, je vais me concentrer sur 3 invariants, parce qu'au final, ça va tout montrer. Après, il suffira juste d'enlever une petite partie des choses et j'aurai les choses pour 2 invariants. Donc c'est ce travail-là qu'on a fait avec Laura et Clément quand Laura était en postdoc à Dauphine. Donc, là, c'est un tout petit peu plus compliqué. Je vais montrer probablement moins de choses techniques parce que là, 3 invariants, ça commence à devenir un peu gros. Donc évidemment, il faut pouvoir quand même calculer certains moments de M pour que la chose ait un certain sens. Donc les paramètres choisis ici, alpha doit être plus grand que 5, bêta plus grand que moins 1, et ça va me donner, donc, pour des raisons en fait, assez naturelles après, et ça implique que alpha plus bêta va être strictement plus grand que 4. Si je fais ces choix-là, les moments de M, bêta, jusqu'à l'ordre 4 sont finis. Donc typiquement, je peux calculer, j'ai le droit de calculer V4 fois F bêta. Enfin, je peux calculer toutes les... Donc, pour pouvoir notamment donner un sens à ce genre de quantité macroscopique là, que je vais détailler. Donc là, typiquement, mon noyau maintenant est de taille D plus 2. OK. La projection orthogonale, donc L2M bêta sur le noyau, c'est donné par ça. Donc j'ai la masse avec un poids, l'énergie θ et la quantité de mouvement. Okay. Sachant que dans ce cas-là, on peut prendre comme base, par exemple, orthonormé pour ce produit scalaire avec un poids bêta, du noyau, un certain multiple de V qui va bien, et une combinaison, donc essentiellement V carré plus constante, et donc qui est celui-là associé essentiellement à l'énergie. D'accord ? Donc le noyau est essentiellement engendré par ça, qui est va être une base orthogonale pour celui-là, et la projection, c'est ça. Donc je m'attends essentiellement dans mon... donc typiquement, voilà, je peux l'écrire comme ça. L'exemple le plus simple, c'est que si mon opérateur L, c'est juste un opérateur de scattering, donc la projection moins l'identité, mon L, c'est ça, hein, donc c'est la projection, c'est la masse plus
ma quantité de mouvement sur mon vecteur quantité de mouvement plus mon Eθ fois son énergie. Okay, voilà. Ça, c'est l'exemple le plus simple qui avait d'ailleurs été regardé un peu par Sabine Hittmeyer et Sarah Merino, où elles avaient regardé des cas particuliers de limites de diffusion aussi. Voilà, alors juste un truc formel pour expliquer d'où vient le changement d'échelle dans ce cas-là. Donc si on cherchait une limite diffusive, qu'on fait un développement de Hilbert, en fait on se rend compte en écrivant un développement comme ça que la solution ressemble à sa projection plus epsilon fois quelque chose, plus epsilon carré fois une autre chose, etc., etc. Et que pour pouvoir trouver les éléments qui sont dans l'expansion, en fait, le premier ordre doit être solution d'une équation qui ressemble à ça. L'équation, bon, peu importe ici, mais c'est juste pour dire que si je veux espérer, entre guillemets, résoudre cette chose, en fait, il faudrait que alpha, dans un régime diffusif, alpha soit plus grand que 6 plus bêta. Donc ça me laisse à penser que mon seuil de solvabilité pour une limite diffusive, ça va être 6 plus bêta. C'est juste pour mentionner ça. Donc en fait, c'est ce qui apparaît. Hein, dans ce cas-là, ce qui est raisonnable, c'est de choisir quoi? C'est de choisir alpha. Ça devient jaune. Pardon, je vais juste enlever mon. Oui, attendez, c'est juste que. Voilà. Pardon, donc ça laisse à penser que le changement d'échelle gamma, ça va être epsilon carré si alpha est plus grand que 6 plus bêta, epsilon carré log epsilon si alpha égale 6 plus bêta, et cette affaire, sinon, epsilon alpha plus bêta moins 4 sur 1 plus bêta si alpha est plus petit que strictement plus petit que 1 plus bêta, que 6 plus bêta. Donc dans le cas fractionnaire. Alors évidemment, pour des cas à 3 invariants, il y a aussi eu pas mal de travaux, hein, donc notamment pour l'équation de Boltzmann linéarisée, où en fait le M est une gaussienne, par exemple. Et après Elie-Sierpinski, Bardos, Goltz-Livermore, Bardos-Livermore, tout ce programme d'expression de limites diffusives. Dans le cas où M serait une gaussienne, on s'attendrait à ce que le système à 3 invariants converge à la limite la solution converge à la limite vers une solution d'un système de ce genre où j'ai une diffusion sur θ, une diffusion sur M, une condition, ce qu'on appelle de boussinesque, qui relie ρ et θ, et une condition d'incompressibilité. Okay. Donc mon but là, dans les quelques slides qui restent, c'est de montrer le système qu'on obtient nous dans ce cas-là, entre guillemets, c'est pas en remplacement, c'est ce qu'on obtient dans ce cas-là. Okay. Voilà. Alors, donc ce qu'on a fait, c'est construire de la même façon pour un invariant, de construire un mode fluide, enfin une espèce de quasi-mode fluide, sauf que cette fois-ci, l'opérateur L, calligraphique, il a D plus 2 dimensions dans son noyau. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc sous réserve qu'on se place dans un cadre Elie-Sierpinski, c'est-à-dire que l'opérateur L, en fait, c'est K moins identité, donc c'est une perturbation compacte de l'identité dans L2. On arrive à montrer qu'effectivement, ce problème spectral ici, qui est le même que tout à l'heure, écrit formellement, si c'est que maintenant le L, il a D plus 2 éléments dans son noyau, entre guillemets, en dimension, on peut effectivement le résoudre, trouver l'existence de modes fluides, et on a D plus 2 valeurs propres. Donc il y a une valeur propre qui s'appelle en hydrodynamique la valeur propre de boussinesque, dimension 1. On a des ondes acoustiques, ok, mu plus, mu moins. Donc ça me donne une valeur propre. J'ai 2 valeurs propres ici. Évidemment, pourquoi elle s'appelle comme ça, on va le comprendre après, c'est parce que ça va être par rapport à l'échelle, au scaling de ce mu. Et des ondes transverses, il y en a D-1. Okay, donc 1 plus D-1, plus D, pardon, me donnera 1 plus 1 plus 1 plus D-1, me donne D plus 2. Okay. Et alors, la difficulté, en fait, ce que a révélé l'étude, c'est que dans le régime fractionnaire, l'échelle des mu, il faut le trouver et il ne s'agence pas forcément aussi simplement que ça. Donc je donne quand même nos 2 résultats.
qu'on a donc sous certaines hypothèses entre guillemets raisonnables, la solution va converger vers donc effectivement une projection. Donc dans ce cas-là, maintenant, une projection, c'est quelque chose sur la masse, quelque chose sur la quantité de mouvement et quelque chose sur l'énergie. Si je suis dans un régime diffusif, j'ai un système limite diffusif sur θ sur m, une condition de boussinesque et une condition d'incompressibilité, sachant qu'on est capable de dire qui est kappa θ, qui est kappa m et qui est Cb. Sinon, si je suis dans un régime fractionnaire, j'ai une diffusion fractionnaire sur θ et tout le reste est dégénéré. Mais évidemment, j'ai mes conditions de boussinesque et d'incompressibilité. Okay, et ça, c'est modulo gradient, bien sûr. Et ici, le zeta, c'est alpha plus bêta moins 4 sur 1 plus bêta dans ce cas. Donc cette constante-là, elle est connue, je ne l'ai pas écrite, mais voilà, alors ça donc c'est une limite faible. En fait, il se trouve que les ondes acoustiques, elles créent cette condition d'incompressibilité, c'est des choses qui oscillent énormément. Si on les filtre, c'est-à-dire si je décide, OK, je veux regarder ce qui se passe modulo ces modes très oscillants, on peut avoir ce qu'on appelle une... Donc, ça reprend certaines façons de parler de Grenier dans certains de ses papiers sur des limites fluides. Si je filtre ces ondes acoustiques, c'est-à-dire que je regarde ma projection, mais modulo un semi-groupe d'ondes acoustiques en Fourier, en fait, une fois que j'ai ça, j'ai des diffusions sur toutes mes composantes. Et je peux exprimer les kappa, tous les coefficients de diffusion, etc. Voilà, bon, c'est juste pour moi, c'est pas facile de mettre toutes les hypothèses dans un slide, c'était juste pour mentionner un peu le type de résultats qu'on obtient. Et maintenant, je vais essayer de montrer d'où ça vient à peu près en quelques minutes. Donc en fait, tout est un peu là, hein, c'est de comprendre l'ordre des valeurs propres qu'on construit. Donc, donc lorsque eta tend vers 0, la valeur propre de boussinesque, donc qui elle est réelle, a un certain scaling, d'accord, et elle a ce scaling-là. Donc dans le scaling diffusif, au-delà de 6 plus bêta, elle ressemble à eta carré, ou à eta carré log eta, ou à autre chose, d'accord. Les ondes acoustiques, mu plus moins, elles vont aussi essentiellement avoir le même scaling pour leur partie réelle. Leur partie imaginaire est toujours d'ordre epsilon. Okay, donc, c'est pour ça que c'est ondes acoustiques, c'est parce qu'elles ont un scaling qui ressemble plus à quelque chose de transport. Okay, epsilon, c'est comme... ici, donc le eta, c'est epsilon xi. Donc xi, c'est comme la variable de Fourier de transport. Okay, en revanche, et c'est là où c'est un truc qui est différent du cas non fractionnaire, c'est que le muté, les ondes transverses, elles ont un scaling qui n'est pas le même. Okay, dans un certain cas fractionnaire. Donc le muté, lui, il va plutôt ressembler à eta carré au-delà de 4 plus bêta seulement. Donc obtenir, c'est un peu ça la difficulté, c'est d'obtenir quantitativement ces ordres de grandeur. Bon, ça c'est juste pour dire que le phi, lorsque eta tend vers 0, les modes propres, je les connais aussi assez bien. Donc ça me permet de calculer des constantes de diffusion explicites, puisque j'avais dit dans le cas 1 invariant, où c'est le mode propre limite qui me donne mes coefficients de diffusion. Donc, si je suis capable de les exprimer, ça peut me laisser à penser que je vais être capable de trouver les matrices de diffusion. OK, alors je montre juste le diagramme des valeurs propres. Je commence à arriver à la fin de mon temps. Donc essentiellement, dans un cas diffusif, toutes les valeurs propres, elles ont à peu près le même scaling, donc elles sont dans cette bande eta carré là. Donc ça, c'est une bande au sens ordre de grandeur, d'accord. La position relative des points et dépend des coefficients que j'avais donnés, là, les utiles, dépend de ça. Donc ça, c'est pas contractuel, mais c'est juste qu'ils sont toutes à peu près dans la même bande. La mu plus, mu moins, elles ont partie imaginaire eta. Mu 0 et mu t sont réelles. Et elles sont toutes à peu près d'ordre eta carré. Donc on s'attend à avoir du coup une diffusion à la limite, puisque toutes les valeurs propres, elles sont d'ordre eta carré. Donc si on croit au petit calcul initial pour le cas 1 invariant, comme c'est l'ordre de grandeur des valeurs propres qui donne la diffusion limite, on s'attend du coup à ce que tout ressemble à eta carré comme dans le théorème. Dans un régime fractionnaire, en fait, il y a deux bandes. Et je dois prendre, et donc celle qui va persister, c'est essentiellement le pire. Donc j'ai des endroits où je suis en θ, donc c'était le 4 plus bêta là,
Et d'autres valeurs propres ont le même scaling plutôt en alpha plus bêta moins 4 sur 1 plus bêta. Okay, donc là, ça c'est un truc qui est apparu, c'est que dans ce régime-là, les valeurs propres n'ont pas la même échelle en fait. Et donc c'est à cause de ça qu'il y a une équation ici là qui disparaît. Voilà. Bon, essentiellement, je vais bientôt m'arrêter. Je voulais juste dire que quel est l'intérêt d'avoir une décomposition en compact plus identité pour l'opérateur L? C'est qu'en fait, du coup, et ça, ça ressemble très fortement à ce qu'il y a dans Élie-Sierpinski, bien sûr, pour résoudre mon problème spectral, en gros, je peux me ramener, évidemment, il faut faire des manipulations un peu, mais je peux me ramener à regarder un problème spectral dans un espace de dimension D plus 2. Donc, pour calculer mon mode propre, au moins au premier ordre, ou au moins sa projection, en fait, je regarde une matrice D plus 2, D plus 2. Donc, évidemment, cette matrice, elle est pleine, elle a des coefficients partout, où il faut identifier une structure de bloc, mais il existe une façon, grâce à cette méthode, de se ramener à regarder un problème linéaire, ici, en dimension D plus 2 seulement. Donc ça permet de comprendre plus facilement les valeurs propres, les construire, faire les branches, etc. Voilà. Et donc cette fois-ci, comment utiliser les valeurs propres et les modes propres? Donc c'est pareil, je vais tester mon problème spectral sur mes, entre guillemets, D plus 2 possibilités. Je vais les tester, mais donc cette fois-ci, je vais avoir, au lieu d'avoir une équation à un inconnu, j'ai une équation matricielle. Puisque donc, mon x bêta ici, j'explique ce que c'est juste le vecteur rho bêta, m bêta, θ bêta. Donc ça, c'est un truc de taille D plus 2. Okay, donc si je veux son évolution, j'ai l'évolution d'un système matriciel où la matrice, maintenant, n'est plus un coefficient, mais une matrice D plus 2, D plus 2. Donc une fois que j'ai compris les valeurs propres associées à mon phi, en fait, je peux, alors évidemment avec un certain nombre de manipulations, donc c'est ce qu'on fait dans l'article, donc on peut comprendre que la matrice qui est le préfacteur ici, là, donc qui est supposée m'amener mon comportement limite, a des plus de valeurs propres et qu'elle ressemble essentiellement à, donc là j'ai juste mis les trois premières là qui sont importantes, une partie très oscillante, donc qui est due aux ondes acoustiques, plus une partie diffusive. Donc si je filtre la partie oscillante, je suis plutôt diffusif ou diffusif fractionnaire. Une partie diffusive fractionnaire et d'autres valeurs propres. Donc ça, c'est pour avoir le système et les contraintes de boussinesque et d'incompressibilité. Elles sont liées au fait qu'une certaine matrice qui englobe les contraintes, sur lesquelles je ne vais pas détailler parce que j'arrive à la fin de mon temps, va tendre vers 0 sur le x bêta. J'ai oublié le x bêta ici. Donc essentiellement, ce système-là contient le système de diffusion plus les deux contraintes. En fait, c'est ça que je voulais mentionner. Voilà. Donc je vais terminer. Donc juste quelques remarques pour terminer. Donc pour deux invariants, on aurait donc D plus une valeur propre. Okay, et pareil, on est capable d'avoir un résultat où, selon l'échelle des unes et des autres valeurs propres, on peut savoir si tout le monde est diffusif, si j'ai une équation en moins, si j'ai toutes mes contraintes, etc., etc. Donc soit la diffusion est présente sur ρ et m, soit la diffusion fractionnaire est sur le plus gros ordre. Et alors quelques perspectives donc, qui nous viennent à l'esprit là, à l'issue de ça. En fait, par exemple déjà pour un invariant, le phi là, c'est ce à quoi est supposé ressembler la fonction f epsilon d'une certaine façon lorsque je regarde cette limite diffusive. Donc, est-ce que maintenant qu'on sait que ce qui est pertinent, c'est de regarder ce phi, on peut essayer d'écrire des développements de Hilbert fractionnaires pour avoir une expansion de f epsilon? En fait, c'est plutôt, entre guillemets, standard dans le cas de diffusion standard, c'est-à-dire si j'écris f epsilon égale m rho plus epsilon fois quelque chose, plus epsilon carré fois quelque chose, etc. Comme les ordres de puissance sont entiers, c'est assez standard de faire ça. Le problème dans le cas fractionnaire, c'est, si je reviens en toute petite seconde pour montrer une estimée, c'est qu'en fait, l'ordre de grandeur de la partie orthogonale, c'est plus epsilon, c'est une puissance, donc c'est en fait alpha plus bêta sur 2 fois 1 plus bêta.
Donc du coup, l'ordre de grandeur qu'on s'attendrait pour le terme d'après dans l'ordre de grandeur qu'on s'attendrait, c'est epsilon puissance quelque chose qui n'est pas entier. Donc ça, pour faire des développements, c'est un peu difficile. Mais via le phi, là, on pense pouvoir écrire en fait certaines expansions bien choisies. Voilà. Et un cas, donc je n'ai pas mentionné au début, parce que je ne suis pas extrêmement expert de ça et que je demande à lire pour apprendre, mais il y a certains opérateurs qui interviennent dans la théorie de turbulence d'onde, wave turbulence en anglais, qui utilisent donc c'est des opérateurs qui sont plus que quadratiques. Enfin, quand on les linéarise autour de certains états raisonnables, ont des décroissances polynomiales comme état stationnaire. Et donc, on pourrait se demander, comme c'est des systèmes qui intéressent pas mal en ce moment, ce serait naturel d'utiliser les méthodes qu'on a utilisées pour connaître les limites d'échelle pour ce genre d'opérateurs de turbulence. Là. Ça, c'est des choses qui nous intéressent de regarder. Je vous remercie pour votre écoute et je m'arrête là. Merci.